Bon, je vous remercie premièrement d'être si nombreux présents à cet événement. Merci à tous les camarades qui sont là et aux gens qui viennent se renseigner sur le collectif Racine. Pourquoi le FN de Saint-Nazaire a invité ce collectif d'enseignants? Ce collectif d'enseignants est déjà un collectif qui a rejoint le Rassemblement Bleu Marine. Donc nous sommes toujours heureux d'accueillir les nouvelles branches du Rassemblement Bleu Marine. Ensuite, et c'est une très bonne raison, quand je vois les critiques de nos adversaires envers ce comité, cela va des bourgeois bohèmes du monde ou les anarcho-syndicalistes de la Horde, qui sont tous liés contre le collectif Racine. C'est donc que ce collectif gêne et donc il est utile. Le jour où nous ne dérangerons plus nos adversaires, nous aurons perdu la bataille, je pense. L'éducation est la première priorité nationale. Il contribue à l'égalité des chances. Outre la transmission des connaissances, la nation fixe comme mission première à l'école de faire partager aux élèves les valeurs de la République. Et certains ont tendance à l'oublier. Je vais donc vous présenter rapidement les intervenants. Alain Vélo, le secrétaire général du collectif Racine, professeur certifié de philosophie, qui, horreur, nous vient de la gauche chevènementiste. J'espère que personne n'a quitté cette salle. Bon, Géraldine, une enseignante dynamique, responsable du local du comité Racine. Nous avons Loïc Broussard, professeur des écoles. Nous avons Didier Vernet, enseignant lui aussi, mon éternel complice dans la conquête de l'Ouest pour le Front National, conseiller municipal de La Baule. Gauthier Bouchet, doctorant et conseiller municipal de Saint-Nazaire. Nous avons parmi les invités, je suis heureux de leur rendre hommage, nous avons autour de nous la maire adjointe de Trignac, nous avons un conseiller municipal de Trignac, nous avons donc les deux autres conseillers municipaux du Front National de Saint-Nazaire. Et vous tous, que je remercie de vous être déplacés pour cette occasion. Donc je vais laisser maintenant le collectif Racine prendre la parole. Bonsoir à tous, donc je vais commencer par dire quelques mots du collectif dans sa généralité, mais en commençant par une phrase que je voudrais même quelque peu sentencieuse. Nous sommes aujourd'hui un mouvement de gouvernement. Dans la mesure où nous sommes un mouvement de gouvernement, nous ne pouvons pas laisser la moindre partie de la sociologie française hors de notre prise. Nous devons nous implanter dans tous les domaines sociaux. Dans la mesure où nous sommes un parti de gouvernement également, nous devons viser la professionnalisation, c'est-à-dire devenir une véritable force de bataille avec des spécialistes de tous les dossiers. Et c'est la raison pour laquelle ont été mis en place des collectifs dans le cadre du Rassemblement Bleu Marine. Le premier à voir le jour, je vais y revenir un peu plus longuement, c'est donc le nôtre, le collectif Racine. D'autres ont vu le jour, un collectif étudiant s'est monté à sa suite. Ce fut ensuite un collectif lycéen, le collectif Racine Lycée. Et il sera porté sur les fonds baptismaux samedi prochain à Paris en présence de Marine Le Pen, un collectif des jeunes actifs appelé le collectif Audace. Et ce n'est que le début, ce n'est que le commencement. Pour parler plus précisément du collectif Racine, eh bien, nous avons finalement deux visées, deux finalités qui sont complémentaires. La première finalité, c'est de rassembler toujours plus largement les enseignants, les personnels d'éducation, de direction, de la formation également, de la recherche et bien sûr donc de l'enseignement. C'est la raison pour laquelle nous allons à leur rencontre et pour répondre à leurs demandes, nous sommes en train de nous implanter partout dans le territoire. Nous en sommes à la 7e section départementale du collectif Racine. Il y en aura une 8e dès samedi prochain puisque je serai à Bordeaux pour lancer la section de Gironde. Ce seront une quinzaine de sections qui existeront d'ici le mois de décembre et nous poursuivrons bien entendu l'aventure durant toute l'année 2015. La deuxième finalité qui est la nôtre, c'est donc dans cette démarche de professionnalisation, eh bien, de travailler tous les dossiers qui, de la maternelle à l'université pour l'enseignement, mais aussi les dossiers liés à la question de la formation, les dossiers liés à la question de la recherche, tous les dossiers qui vont nous permettre donc de voir de façon extrêmement précise quels sont tous les dysfonctionnements dont souffrent ces différents systèmes. Et sur la base de ces analyses que nous allons faire, dossier par dossier, eh bien, de constituer le programme présidentiel dans sa partie éducation pour l'élection présidentielle de 2017. Je serai à Paris prochainement pour qu'il soit acté que le collectif Racine contribuera largement et sans doute très largement à l'élaboration du programme.
Dans cet état d'esprit, nous constituons donc des groupes de travail thématiques nationaux. Les différents membres ont d'ores et déjà commencé à contribuer. Il y aura, à mi-parcours du chemin qui nous sépare de l'élection présidentielle de 2017, la parution d'un livre blanc qui portera à la connaissance du public l'avancée de nos travaux. Et nous conclurons donc, en espérant, en beauté, par un programme présidentiel donc, qui sera d'une amplitude sans doute égale à la partie économique du programme de 2012, une centaine de pages, dont nous espérons bien qu'il sera appliqué. Je vous remercie. Alors bonjour à tous, merci déjà d'être venus et nous écouter parler de l'école ce soir. Donc je vais vous présenter le collectif Racine 44, la section qui nous concerne. Donc on l'a lancé le 13 juin dernier et depuis on a été vraiment actifs, on s'est rencontrés toutes les semaines. Pas du tout, on pourrait, mais on va faire ça qu'une fois par mois. Tous les mois, donc on se réunit pour réfléchir et puis pour préparer un petit peu le redressement de l'école, avec le souci constant d'offrir aux enfants une école qui soit de qualité, qui ne soit pas un lieu de vie, mais qui soit un véritable lieu d'enseignement. Et d'ailleurs, cette cause est partagée par un bon nombre d'enseignants, parce qu'on en a de plus en plus qui viennent adhérer au collectif Racine, même s'il est souvent difficile pour un enseignant de reconnaître, de dire ouvertement que l'on fait partie du collectif Racine. À ce propos, je voudrais tout particulièrement remercier les membres de la section 44 qui, pour leur travail et leur soutien, et puis pas oublier Jean-Claude aussi qui est là et toute l'équipe aussi de Saint-Nazaire Bleu Marine qui nous accueille aujourd'hui. Donc là, on va écouter Didier qui va nous parler de la théorie du genre. Ensuite, on écoutera Alain qui va nous présenter le lycée expérimental. Loïc va nous parler des rythmes scolaires, de l'application des rythmes scolaires. Gauthier va nous parler de ce qui se passe concrètement sur Saint-Nazaire au niveau des rythmes scolaires. Et ensuite, j'interviendrai sur la suppression des notes dans les écoles. Et ensuite, on pourra en parler si vous avez des questions. Pour me présenter rapidement, je suis professeur de français, j'enseigne depuis une trentaine d'années. J'ai enseigné au collège et lycée jusqu'en 2010 et maintenant je travaille surtout avec des élèves en difficulté et en soutien scolaire. Pourquoi parler de la théorie du genre? Parce que c'est à la fois quelque chose de symbolique. Beaucoup de parents, certains parents c'est indifférent, mais enfin beaucoup de parents ont réagi et se sont inquiétés quand ils ont entendu dire qu'on allait enseigner cette théorie du genre dans les écoles. Ils ont raison de s'inquiéter. La réponse du gouvernement à ce moment-là, alors qu'ils avaient au départ trouvé que c'était une bonne idée cette théorie du genre, la porte-parole du gouvernement en 2011 disait « Ah c'est bien, c'est quelque chose qui va dans le bon sens pour progresser au niveau de la formation des jeunes ». Mais devant les réactions inquiètes des parents, Payon aussi parlait de la théorie du genre, maintenant on nous explique que ce serait une rumeur, quelque chose qui n'existe pas. Pour faire un petit historique très rapide de la théorie du genre, c'est quelque chose qui est apparu aux États-Unis dans les années 50, autour d'un médecin qui s'appelait John Money, et qui a fait une expérience sur des jumeaux, une expérience qui ne s'est pas très bien passée d'ailleurs, sur un des deux jumeaux, entre autres, qui a eu des problèmes très jeunes, et qui a été ensuite réassigné en quelque sorte, il a eu une ablation du pénis, et donc le médecin a considéré qu'une bonne idée serait de le transformer davantage en fille, avec des hormones, et en l'habillant en petite fille, etc. Sa théorie, c'était que la société était plus importante en fait que la nature, et que si toute la société considérait qu'un garçon au départ était une fille, eh bien ça se passerait très bien. Ça s'est passé assez mal en fait, puisque ce garçon, qui a été donc appelé Brenda, a été habillé en fille, etc., au moment de l'adolescence, a voulu redevenir garçon et a fini par se suicider un peu plus tard. Donc c'est quelque chose qui est assez ancien, qui existe. Ça a été récupéré ensuite dans les années 70 et 80 par des mouvements féministes, et c'est arrivé en France sous Luc Châtel qui l'a introduit dans les programmes SVT en 2011. Alors comme les parents étaient inquiets, le gouvernement a dit non, finalement, c'est pas la théorie du genre, c'est les ABCD de l'égalité, c'est tout à fait différent. C'est pour arriver à une égalité entre les filles et les garçons. Bon, on pourrait faire remarquer qu'il n'y a pas de problème d'égalité entre filles et garçons à l'école,
s'il y avait un problème, en fait, ce serait plutôt que les filles, pour l'instant, réussissent mieux d'ailleurs à l'école que les garçons. Donc ça n'était pas une priorité, mais c'est devenu, on ne sait pas trop pourquoi, une priorité au niveau du gouvernement. Certains parents se sont un peu intéressés aux ABCD de l'égalité et se sont aperçus qu'en fait c'était vraiment la théorie du genre qui était transmise, qui était enseignée aux enfants dans les écoles. Donc le gouvernement à ce moment-là a décidé de changer encore une fois de nom et d'appeler cela le plan pour l'égalité filles-garçons. Mais ça reste toujours la théorie du genre qui est enseignée, c'est-à-dire que ce n'est pas du tout une question d'égalité de droit. Ce qui se passe, c'est que c'est... alors pour expliquer ce qu'est la théorie du genre, c'est-à-dire qu'on enseigne le fait que chacun d'entre nous posséderait une identité de genre qui serait prioritaire, plus importante que finalement notre identité biologique, naturelle, que notre sexe de naissance. En fait, on pourrait, si on le désire, changer de genre, être transgenre, c'est-à-dire qu'un petit garçon, s'il le désire, peut devenir une petite fille. C'est ça qui est enseigné en ce moment, un peu moins directement, mais par certains livres comme Papa porte une robe ou le film Tomboy, dans lequel vous avez une petite fille qui se déguise, si je ne me trompe pas, en garçon pendant tout le film, qui tombe amoureux d'une de ses copines, etc., qui doit avoir une dizaine ou une douzaine d'années. Donc c'est toujours la théorie du genre qui est enseignée dans les écoles, et c'est ce contre quoi on lutte. Alors pourquoi est-ce qu'on lutte contre la théorie du genre? Déjà, il y a un niveau, si vous voulez, de principe, un niveau symbolique. C'est-à-dire qu'on considère qu'à l'école, ce qui doit être enseigné, c'est un savoir, on doit donner une instruction aux enfants, et non pas faire une sorte de rééducation. Alors il s'agit bien d'une rééducation parce que les instructions officielles, si vous voulez, parlent de déconstruire les stéréotypes. C'est-à-dire qu'on déconstruit, si vous voulez, ce qui aurait été apporté par la société ou par la famille. C'est ce que disait Vincent Payon quand il était ministre, c'est-à-dire qu'il faut lutter contre tous les déterminismes religieux, familiaux, politiques. Bon, nous, notre idée, c'est que l'école n'est pas du tout là pour cela. Il y a une sorte de contrat de confiance qui est passé entre les parents et l'école, et ce contrat de confiance est rompu à différents niveaux, déjà parce que les parents sont mis complètement à l'écart de cet enseignement de la théorie du genre. On a parlé récemment, on en parle encore avec la journaliste. Vous aviez des livres, par exemple, des fiches de lecture sur le site de l'Académie qui concernaient des livres. Il était inscrit sur la fiche de lecture: il ne faut pas que les enfants rapportent ces livres à la maison parce que ça pourrait choquer les parents. Bon, si vous voulez, donc les parents sont mis complètement à l'écart. On considère que ce qu'ils apportent à leur enfant n'est pas bon et qu'il faut le corriger. C'est ce qu'on appelle une rééducation. Et nous, on ne pense pas que l'école soit faite pour rééduquer, mais seulement pour instruire. Bon, en plus, ça ce sera au niveau du principe, si vous voulez, au niveau symbolique. En plus, c'est quand même du temps pris sur... ce n'est pas pour nous une priorité que d'entrer dans la sphère de l'intime de l'enfant, de la vie privée de l'enfant, et dès la maternelle et dès le CP, commencer à lui inculquer des questionnements sur le genre, alors que justement, il est en train de se construire, d'essayer de trouver des structures, des repères solides. C'est un petit peu comme si on disait à l'enfant, tu vois, on te demande de ne traverser que quand le feu est rouge, mais finalement, tu pourrais très bien traverser si le feu était vert, tout ça c'est relatif. Bon, le problème c'est dans l'école primaire, entre autres, d'apporter des règles primaires, des choses simples, de clarifier un petit peu le fonctionnement du monde, et pas de commencer à poser à mettre dans la tête des enfants des questionnements qui seraient des questionnements d'adultes, et en plus qui concerneraient beaucoup plus la famille et les parents, le rôle éducatif des parents, que le rôle d'instruction des enseignants. Rien ne prouve, il s'agit d'une expérimentation, rien ne prouve non plus que ce soit très positif. Moi je pense que ça n'est pas très positif de semer le doute, ce genre de questionnement, dans la tête d'enfants qui, par définition, sont en train de se découvrir eux-mêmes, de découvrir le monde et d'essayer de trouver des repères solides. L'école primaire, c'est-à-dire qu'on donne des règles primaires et qu'on n'insiste pas sur les exceptions, sur les questionnements. Après, bien sûr, c'est à partir du savoir, si vous voulez, qu'on pourra prendre du recul, mais ici, il s'agit plutôt de... ça fait 10 minutes ? Non. Ici, il s'agit plutôt, si vous voulez, de déconstruire. D'ailleurs, c'est pour cela, on revient un peu au départ, c'est pour cela que ça a eu du succès aux États-Unis dans les années 50 et 70,
parce que c'était la mode de ces philosophes français, qui ont été d'ailleurs plus célèbres aux États-Unis qu'en France, mais si maintenant on le connaît bien, Foucault, Derrida, et qui étaient dans après le structuralisme, dans la déconstruction. Nous, on pense que l'école est faite pour instituer, c'est pour ça qu'on parlait d'instituteurs, de donner des règles, de donner des structures, et non pas de faire de la déconstruction. C'est bon? C'est parfait. On vient de me proposer une transition en or. Le rôle de l'institution, c'est effectivement de donner des règles. Alors, venant aujourd'hui à votre rencontre à Saint-Nazaire, il m'était difficile de ne pas aborder le cas du lycée expérimental, que je qualifierais comme cela pour commencer, d'objets scolaires non identifiés, voire d'anomalies. Peut-être par contre s'étonnera-t-on à Saint-Nazaire que je fasse trop de cas de cette structure, pour ne pas dire institution, tant, somme toute, le phénomène est marginal. Et on arguera aussi probablement que ce qui le justifie quand même d'une certaine façon, le lycée expérimental, eh bien, c'est que c'est un dispositif sans doute qui permet de scolariser les élèves qui sinon ne seraient pas scolarisés, seraient déscolarisés. Bref, c'est un dispositif pour remédier, quoique marginalement, à l'échec scolaire. Et c'est d'ailleurs ce qui a conduit à sa mise en place en 1982, lorsque le ministre de l'Éducation nationale de l'époque, Alain Savary, écrivait, c'est lorsque Gabriel Cohn-Bendit écrivit au ministre Alain Savary en l'appelant camarade ministre pour lui demander de mettre en place cette structure, justement donc pour lutter contre l'échec scolaire. Mais, et la question est permise, elle est permise particulièrement à Saint-Nazaire, on est en droit de se demander de quoi le lycée expérimental, au fond, est-il le nom? Car nous avons là affaire à une anomalie, je le disais, mais à ce qu'on peut qualifier aussi, et sans jeu de mots, comme un cas d'école. Ce qui paraissait à l'origine constituer une sorte de laboratoire existe toujours plusieurs années après, en 2014. Les 68 tard, si je peux hasarder le jeu de mots, le sont vraiment très tard. Pour autant, il n'est pas sûr que ce soit là, cette structure, et donc on hésite à parler d'institution, il n'est pas sûr qu'elle soit un simple anachronisme, doublé d'une expérience marginale. En effet, qui connaît le système scolaire, son histoire, sa situation présente, l'orientation prise depuis plus de 30 ans par les réformes qui lui ont été imposées, ne peuvent que reconnaître finalement dans l'enseignement à la sauce Cohn-Bendit la patte de ces pédagogies qui, de façon beaucoup plus générale, et pour tout dire totalitaire, allaient pénétrer à grands coups de réformes et parfois plus insidieusement encore la totalité du système scolaire, et cela bien sûr pour le pire. Ce qui étonne surtout, c'est le piètre taux de réussite au baccalauréat. Les chiffres que j'ai trouvés, qui datent de 2013, m'indiquent que seuls 8% des élèves du lycée expérimental qui ont débuté leur scolarité dans l'établissement en seconde, eh bien, finissent par décrocher le bac. C'est un taux qui est digne des années 50. Il me semble qu'on passe en 1960 la barre des 10, donc on est en dessous dans la décennie qui précède. C'est un taux qui est digne des années 50, à ceci près qu'on est évidemment à une époque où tout le monde a le bac parce que le bac est profondément dévalorisé. Enfin, la formule est réversible. Donc, cela traduit bien entendu le très piètre niveau d'enseignement, d'instruction qui est donné dans un tel établissement, qui pourtant, et j'y reviendrai, est un établissement public. On pourra certes toujours prétendre que la finalité de cette structure n'est justement pas de transmettre le savoir dans sa forme la plus académique, mais bien donc de procéder au sauvetage des élèves qui s'y trouvent et qui seraient donc sinon sortis du système. Que la finalité, pourrait-on m'objecter aussi, du diplôme n'est pas celle que vise l'établissement, mais qu'il recherche au contraire à permettre l'épanouissement individuel, et j'oserais autant d'autres calembredaines qu'on pourrait sortir. Eh bien, nous répondrons pour notre part que cet établissement scolaire est une parodie d'école. En réalité, on a procédé dans cet établissement à la relégation du savoir, ce qui explique les résultats de ses élèves. C'est une relégation du savoir qui, sans doute, s'est accompagnée, si je hasarde une analyse, par une aversion du savoir prétendument, et on connaît des sociologues qui ont dit cela, des sociologues de gauche, voire d'extrême gauche,
le savoir a été prétendu comme étant symboliquement attaché à la classe bourgeoise, si bien qu'on a prétendu, à défaut de pouvoir peut-être renverser la bourgeoisie, eh bien, s'attaquer au savoir. Par ailleurs, le lycée expérimental est aussi une incongruité et même un contre-modèle, en ceci qu'il procède à la négation pure et simple du rapport légitimement et nécessairement asymétrique entre le professeur et l'élève. L'élève, pourtant, ne peut, si on y réfléchit bien, et il importe qu'un système scolaire soit fondé sur un tel principe, l'élève, pourtant, ne peut accéder à l'autonomie, c'est-à-dire à la liberté, que sous la condition de l'autorité, qui n'est pas du tout la même chose que la contrainte, sous la condition de l'autorité du maître. Alors j'ai lu avec attention les textes qui parlent, même des textes officiels du lycée expérimental, et j'ai notamment découvert cette phrase qui a retenu mon attention. Les élèves et les membres de l'équipe éducative, nous est-il dit, décident donc chaque semaine de tout ce qui concerne l'établissement. Ils participent ensemble à la création des activités pédagogiques. Alors tout ça va laisser évidemment totalement rêveur, d'abord parce que nous avons là un indice parfaitement clair de ce que le rapport maître-élève est donc rompu, qu'on est dans la négation pure et simple de ce rapport, de ce que doit être ce rapport, et par ailleurs, une telle phrase revient bien entendu à condamner par principe tous programmes nationaux, qui pourtant, les programmes nationaux, sont garants d'égalité. Le lycée expérimental est en dernier lieu eh bien, ce que l'on peut à juste titre qualifier comme étant une aberration administrative. Parce que le lycée expérimental donc, est un lycée public et l'on se demande bien ce qui, de ce fait, eh bien, le légitime à déroger ainsi aux programmes nationaux, ce qui le légitime plus encore eh bien, à divulguer des contenus qui sont clairement politisés, clairement idéologiques, et ceci semble-t-il constamment, j'ai trouvé beaucoup d'éléments allant dans ce sens. On peut cependant comprendre que ce soit le cas parce que ce qui reste quand l'autorité a disparu, quand le savoir n'est plus la priorité, quand l'établissement ne vise plus cette mission qui est de transmettre le savoir, eh bien c'est l'idéologie à l'état pur et l'idéologie de ses maîtres qu'on ne repère même pas comme étant ses maîtres. Rien d'étonnant dès lors que l'éducation qu'on dispense au lycée expérimental conduise tout droit à l'antiracisme dont on sait qu'il est l'alibi moral du mondialisme qui broie les peuples et sape leur bien-être social. Alors bien sûr, au lycée expérimental, on fait de la défense des clandestins une cause éducative majeure. Rien d'étonnant non plus qu'au lycée expérimental, on fasse, soyons fous, l'apologie du terrorisme. C'est pourtant, ai-je appris, ce qui s'est passé en avril dernier à l'occasion de la projection et d'un débat autour d'un groupe terroriste anarchiste espagnol des années 70. Et il n'est pas non plus étonnant que l'une des activités les plus courues du lycée expérimental eh bien, ce soit de combattre le camp patriote en courant les rues, manifestement, pour arracher les affichages de notre famille politique. Pour conclure, l'inquiétant quand on ouvre le dossier de ce lycée, de cet établissement, de cette structure, c'est qu'on y trouve donc un concentré à la fois de ces vieilles lunes sorties en droite ligne de mai 68, qui, mauvaise fait, ont inspiré tant de réformes, des réformes qui ont organisé le naufrage de notre système d'enseignement, l'autogestion, l'élève au centre, et j'en passe. On y trouve également un concentré de ce qui menace aujourd'hui l'école. Pensons par exemple au projet de suppression des notes qu'on nommera par euphémisme techno la redéfinition des pratiques d'évaluation. On ne note pas non plus, bien sûr, au lycée expérimental. On y trouve enfin un concentré de ce que sera, n'en doutons pas, si du moins nous n'accédons pas aux responsabilités pour refonder et redresser le système scolaire, ce qui sera l'avenir de l'école. J'ai lu dernièrement un article absolument terrifiant paru dans l'édition du 10 octobre du Monde, qui prévoyait que les enseignants deviennent des accompagnateurs vers le savoir et que ce qui remplace les cours, ce soit le sacro-saint numérique. Alors oui, et à Saint-Nazaire tout particulièrement, le collectif Racine dénonce cette anomalie, cette aberration. Il entend désigner le lycée expérimental comme l'exact contre-modèle de ce que l'école doit être, de cette école dont la France et sa jeunesse ont besoin, de cette école que nous reconstruirons, car c'est d'elle dont dépend à la fois le bien individuel de chaque jeune de France et le bien collectif de la nation.
Alors je suis Loïc Broussard et je suis enseignant spécialisé, professeur des écoles, enseignant spécialisé en primaire. Et j'ai intitulé mon étude sur un rythme scolaire « Pourquoi il faut abandonner le texte réglementaire de la réforme des rythmes scolaires ». Mieux apprendre et favoriser la réussite scolaire de tous est l'idée maîtresse qui chapeaute la dernière réforme des rythmes scolaires. Telle qu'elle est engagée, cette dernière n'est cependant pas susceptible d'améliorer la réussite scolaire des élèves de l'école primaire. Elle s'appuie sur des constats justes. La journée de classe est trop longue, avec ses 6 heures d'apprentissage. Le niveau de compétence en lecture tend à s'infléchir, parce que c'est une des raisons qui a été aussi donnée au début à la présentation de cette réforme. Toutefois, cette réforme ne répond pas correctement aux défis que constitue l'élévation du niveau de réussite scolaire. Face aux inquiétudes des familles, elle n'apporte pas une réponse cohérente. Je pense que cette réforme est en partie justifiée, sur le fond. En 2008, qui est la date du passage aux 4 journées de classe, la France comptait 144 journées de classe par an, contre 187 en moyenne pour les autres pays de l'OCDE. Par contre, la France totalisait 864 heures de cours annuels, contre 774 pour les autres membres. Ces chiffres mettent en évidence une répartition déséquilibrée des heures de classe sur l'année. Et en 2010, le rapport de l'Académie nationale de médecine sur ces mêmes rythmes scolaires préconisait davantage de jours de classe, mais moins long. Le projet du gouvernement Ayrault était donc en partie justifié sur ces points-là. Rappelons que le programme électoral du candidat Hollande préconisait une augmentation du nombre de jours de classe sur l'année, avec une réduction des heures sur la journée. Il préconisait aussi des périodes travaillées de 7 semaines, entrecoupées de périodes de vacances de 2 semaines, ainsi qu'un raccourcissement des vacances d'été. Et c'est là que réside un des points faibles de la réforme engagée. En effet, le gouvernement a choisi le seul aspect du rythme hebdomadaire et n'a en aucune façon agi sur le calendrier scolaire. Or, le lien entre ces deux composantes est essentiel, car il faut à la fois réduire l'horaire quotidien et augmenter le nombre total de jours de classe sur l'année. Alors, on sait que des freins puissants gênent cette réorganisation, tant du côté de certaines familles que de celui des acteurs économiques. Je note simplement cet aspect pour comprendre, ou faire comprendre en quoi cette réforme est mal engagée. L'observation de la seconde justification de cette réforme donnée au départ est plus pertinente du point de vue de l'inadéquation entre le constat et la réponse. Cette deuxième justification, c'était le niveau de lecture qui baissait. Une enquête de la PIRLS, dont je vous fais grâce de la signification de l'acronyme, une enquête donc de 2011 classe la France 29e sur 45 quant aux performances de lecture des élèves de CM1. Et surtout, l'étude note que c'est l'ensemble des élèves, l'ensemble des écoles qui accusent un retard et non pas les seuls élèves en grande difficulté. C'est un constat inquiétant. Mais la réponse est inadaptée. En quoi les rythmes scolaires sont-ils responsables de ce recul des élèves français de CM1? Ne faut-il pas s'interroger plutôt sur les méthodes d'apprentissage, voire sur le temps consacré à l'étude de la lecture proprement dite? Sur ce point, nous pensons donc que la réforme engagée par le gouvernement n'est pas en mesure d'apporter des solutions au constat dressé. Alors si, sur le fond, comme je viens de le montrer, cette réforme est en partie justifiée, sur la forme, il existe un grave défaut de méthode. En effet, il est bien question d'un outil pour concevoir la mise en œuvre autour des collectivités et des acteurs locaux. Il s'agit du PET, Projet éducatif de territoire.
Mais cette instance reste, hélas, une entité abstraite, puisqu'aucune négociation ne l'a précédée, aucune concertation ne l'a accompagnée. L'État n'a pas piloté ce nouveau dispositif auprès des collectivités territoriales. C'est pourtant à lui de le faire. C'est aussi à lui de répartir la prise en charge des dépenses supplémentaires occasionnées dans le souci d'une équité entre communes. Or, rien de tout cela n'a été fait. Et cette absence de cadre, au départ, génère de multiples dysfonctionnements. Ainsi, les activités éducatives sont encadrées par des personnels embauchés par les municipalités. Malgré le fonds d'amorçage de l'État, reconduit sur 2 autres années, je viens d'apprendre que pour l'année prochaine il serait quand même réduit, le coût reste élevé. Cela a souvent une conséquence pour les villes pauvres, la réclamation d'une participation supplémentaire aux familles. Alors, dans les faits, je crois qu'il n'y a que 20% des municipalités qui y réclament, mais certaines envisagent de le faire pour les années prochaines. La réorganisation du temps scolaire a déjà augmenté en volume ou en coût les frais de garderie des familles, et il n'est pas juste de mettre en place cette réforme en quelque sorte sur le dos des familles. D'autre part, le recrutement de personnel pour 3 heures hebdomadaires risque de générer un volant de main-d'œuvre non qualifié. Les textes n'ont pas défini le statut des intervenants, c'est une carence manifeste. Malgré la différenciation des subventions, puisque l'État proposait 50 € pour les communes riches et 90 pour les autres, certaines villes devront consentir un effort plus important que d'autres. Il n'y a pas d'équité entre communes. Les collectivités territoriales qui n'ont pas été associées à ce projet en supportent un coût déraisonnable. Cela va bien sûr à l'encontre du principe d'égalité républicaine dont l'État est le garant. On voit, entre autres, que la journée de l'enfant n'a pas varié du point de vue de ses bornes horaires. Il vit les temps scolaires, les cours, des temps extrascolaires, le repas, l'étude, et des temps éducatifs, avec des activités que l'on peine encore à définir. Mais tout cela, il le vit dans le même lieu, même si ce n'est pas toujours dans le même endroit, et il s'agit de l'école. Quelle sera la nature des activités éducatives? Quelle est-elle? Et qu'en sera-t-il de la compétence des intervenants? En fait, l'école apporte sa caution à tout ce pan d'activité, mais elle est sans réel pouvoir sur les contenus. Un petit rappel antérieur, en 2008, lorsque les 4 journées de classe ont été décrétées, 2 heures hebdomadaires étaient proposées aux élèves en besoin, en supplément des 24 heures de cours, mais ces heures étaient encadrées par les enseignants, et il s'agissait d'apprentissage avec des supports et des méthodes différentes de ceux de la classe. Mais là, maintenant, c'est totalement différent, quoi. Il y a 2 formes d'intervention de nature différente qui cohabitent, et nous pensons que cela peut être source de confusion pour l'enfant. Nous souhaitons que l'école soit parfaitement identifiée comme lieu du savoir, avec une priorité absolue donnée aux apprentissages. En conséquence, ce texte réglementaire doit être retiré. En lieu et place, une large concertation entre les services de l'État, les collectivités territoriales et les partenaires locaux devrait être menée sous pilotage national. On ne fera pas l'économie d'une refonte globale de l'institution, passant par la redéfinition des programmes recentrés sur les apprentissages fondamentaux et la validation de méthodes pédagogiques performantes. La question des rythmes scolaires se traite au sein d'une réforme globale de l'école. Bien, et bien, je vais prendre la suite de M. Broussard, qui a fait un exposé de la réforme des rythmes scolaires
un petit peu au niveau national. Je vais y ajouter une approche strictement nazérienne, en vous montrant que cette réforme, qui est, je pense, tout le monde en conviendra ici, dysfonctionnelle, en plus ne se donne pas les moyens de sa propre anomalie, je dirais. À Saint-Nazaire, l'école est affaiblie par les nouveaux rythmes, que, comme partout en France, le gouvernement lui impose. Mais il y a une petite particularité à Saint-Nazaire, qui est une municipalité de gauche, c'est que, et je dirais un petit peu par suivisme gouvernemental, sans prendre aucun principe de précaution, nous avons appliqué cette réforme dès septembre 2013. Alors qu'il nous était permis d'attendre un an, on a quand même décidé, dès septembre 2013, de se lancer dans cette réforme. Sous le municipal de Joël Batteux, et c'est un choix politique que finalement le nouveau maire David Sanzin n'a aucunement contesté dans la droite ligne de son père en politique. L'école à Saint-Nazaire est affaiblie par les rythmes scolaires et tant d'autres choses qui ont été expliquées par les autres intervenants. Et justement, le collectif Racine, depuis un an, et quand je dis un an, c'est quasiment jour pour jour, puisque ce collectif a été lancé par Alain Vélo le 12 octobre 2013, ce collectif, librement rattaché à l'œuvre politique et sociale de Marine Le Pen, je n'oserais pas dire l'œuvre historique de Marine Le Pen, mais j'ai l'impression que nous nous en rendrons compte au fil des scrutins successifs que c'est également une œuvre historique. Ce collectif, rattaché à l'œuvre de Marine Le Pen dans le cadre du Rassemblement Bleu Marine, qui est cette grande coalition des patriotes, veut pour sa part renforcer l'école. Tout ce qui pourra renforcer l'école affaiblie, abandonnée, contestée dans son objet de forge de la nation, travestie dans son rôle de transmission, d'élévation civique et morale, exploitée à dessein par les puissances d'argent. Chaque opinion ou individualité allant dans cette inclination est sympathique à la cause des patriotes qui, comme eux, demandent le renforcement de l'école pour enclencher demain le renforcement de la nation. Et à ce titre, je remercie les animateurs de ce collectif, tout d'abord Alain Vélo, qui est son secrétaire général, et finalement l'appellation secrétaire général ne renseigne pas beaucoup, puisque Alain Vélo est beaucoup plus, je dirais, le commis voyageur de ce collectif qui va de fédération, enfin de département en département, essayer de chercher un peu les individualités qui pourront demain relancer la refonte de l'école. Et je remercie Géraldine Rose, la secrétaire départementale de la section de Loire-Atlantique, de me laisser maintenant évoquer en détail la question des rythmes scolaires à Saint-Nazaire. Par ce premier bilan d'étape, d'un démarrage un petit peu houleux que nous avons vu dans les dernières séances du conseil municipal, où la fausse opposition de droite, en dépit de ces contestations, a finalement voté dans le sens de la gauche sur les rythmes scolaires. Dans la commune de Saint-Nazaire, je constate combien les temps périéducatifs, les fameux TPE, mis en avant par le gouvernement, sont un échec. Après un an de mise en pratique, nous voyons les enfants fatigués, tant les nouveaux rythmes scolaires n'ont pas raccourci leur journée, et finalement bien au contraire, puisque finalement, les nouveaux rythmes ont augmenté le temps de présence à l'école de ces mêmes enfants. Les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles, ce qu'on appelle les ATSEM, constatent ainsi couramment que l'après-midi, ils doivent réveiller les élèves somnolents de maternelle pour qu'ils puissent participer à ces mêmes TPE. Les enfants qui sont transférés au centre de loisirs chaque mercredi midi ne déjeunent généralement pas avant 13 h, et ces mêmes enfants, naturellement, se montrent déçus, très déçus des activités proposées, puisqu'on leur a un petit peu vendu du rêve, et surtout des choses qui n'avaient aucun rapport avec l'instruction au passage. On leur avait vendu du canoë-kayak, du théâtre, de la voile, et tout cela s'est évaporé. Ce que l'on constate, c'est combien cette réforme trahit ses propres promesses. Les TPE devaient permettre aux enfants de classes populaires, je dirais que par définition, ils ne forment pas une minorité à Saint-Nazaire, ils devaient leur permettre d'accéder à ces activités, mais avec un taux de présence de 50% en zone d'éducation prioritaire, l'objectif n'est pas atteint. Les personnels éducatifs nazériens ne s'y sont pas trompés en se déclarant en grève, et pas hier matin. La réforme a été appliquée en septembre 2013, et dès le 3 octobre 2013, il y avait grève des personnels éducatifs du côté des agents de l'OMJ. Leur témoignage au sujet d'enfants devenus indisciplinés en fin d'après-midi, en raison des nouveaux rythmes,
dans un certain nombre de sites d'exercice de ces mêmes temps péréducatifs, que ce soit la médiathèque, le conservatoire, les infrastructures sportives, eh bien ces témoignages n'ont pas fait varier d'un pouce autant la municipalité batteuse que M. Sanzin après 6 ans de mandat. 6 mois, pardon, pas encore 6 ans. Heureusement. Les démissions d'un certain nombre d'agents vacataires intervenant sur les TPE, les démissions, c'est-à-dire des gens qui disent qu'ils en ont passé, eh bien ces démissions n'ont pas davantage fait réagir, pas plus que le déficit d'accueil à la médiathèque en raison de la réquisition, je mets réquisition entre guillemets, d'une partie du personnel de celle-ci pour les TPE. La liste est longue, des anecdotes qui montrent combien à Saint-Nazaire, la réforme des rythmes scolaires ne marche pas, tant par les choix pédagogiques absurdes, ça c'était au niveau national, que par le manque de moyens locaux alloués à ces mêmes choix. Cette somme d'anecdotes forme dès lors la trame d'une contestation beaucoup plus profonde des rythmes scolaires que naturellement nous faisons nôtres, même si vous le verrez, nous ne sommes pas les seuls. Manque d'animateurs de TPE dans les écoles, avec jusqu'à 24 enfants pour un seul personnel encadrant. Les personnels du conservatoire, de la médiathèque ou de l'école d'art plastique, tenus de prendre leur voiture personnelle pour transporter le matériel nécessaire aux activités. Le manque de locaux adéquats obligeant la réquisition des salles de classe et entraînant des soucis de logistique, naturellement, dans les espaces scolaires nettoyés habituellement 3 jours par semaine, mais désormais utilisés 5 jours. Des activités qui changent toutes les semaines, mais et ce sans ligne directive, etc., etc. Que dire également de cette concurrence entretenue de fait dans la mise en place de ces TPE entre les personnels municipaux et ceux de l'éducation nationale. Alors notre critique se veut d'autant plus ferme que contrairement aux engagements du précédent maire, Joël Batteux, les intervenants municipaux de Saint-Nazaire n'ont reçu aucune formation adaptée. Et 6 mois après le début du municipio de M. Sanzin, rien n'a changé à ce niveau-là. Ce faisant, en ayant été pensé dans la précipitation la plus totale, l'installation des nouveaux rythmes scolaires à Saint-Nazaire a mis en difficulté autant les enfants que les personnels enseignants et municipaux qui sont tenus un petit peu de bricoler comme ça au jour le jour. L'opacité règne, pouvons-nous dire avec 1 an de recul, et c'est la municipalité socialiste de Saint-Nazaire qui suscite cette même opacité lorsque par exemple la direction de l'éducation de la ville de Saint-Nazaire interdit aux responsables des sites où sont mis en place les TPE, leur interdit d'organiser des réunions d'information à l'attention des parents d'élèves. Tout comme il leur interdit de participer au conseil d'école, où ils auraient pourtant une place légitime. Mais ce choix est un marqueur lourd de quelque chose qui est typiquement nazérien, mais qui existe un petit peu à Nantes et dans beaucoup de villes, c'est la quasi-censure de l'opposition et c'est le manque de représentativité. Nous observons au conseil municipal et bien finalement, nous l'observons dans les conseils d'école. Voilà posé notre constat, 1 an après les débuts des nouveaux rythmes scolaires à Saint-Nazaire, les débuts poussifs dont nous prévoyons dès les premières semaines le futur désastreux, et l'opposition frontiste, si elle est la seule à mener ce combat contre les nouveaux rythmes au conseil municipal, et on témoigne encore la position de vote récente de nos 3 élus en séance du 3 octobre dernier, puisque les oppositions de droite et de centre-droit ont voté en faveur du projet éducatif du territoire, nous avons voté contre. Eh bien cette opposition frontiste, si elle est la seule à mener ce combat au conseil municipal, est en revanche, je pense, pas la seule à Saint-Nazaire. Nous apprécions d'être rejoints sur cette analyse, en dehors des partis politiques, par exemple, par un syndicat comme la CGT, qui dès le 28 octobre 2013, donc 2 mois après le début de la réforme, eh bien, alertait déjà sur la situation dramatique des TPE à Saint-Nazaire. Et cependant, même si nous apprécions la sincérité, l'apparence de sincérité d'un syndicat comme la CGT, nous lui rappelons qu'elle a appelé à voter pour le candidat François Hollande, qui est l'artisan principal de à la fois de cette réforme des rythmes scolaires et globalement de cette destruction de l'école. Inversement, nous sommes restés droits dans nos bottes, avant même la création du collectif Racine, en ne donnant pas l'onction des urnes à ceux qui massacrent l'école au profit de dogmes qui ne profiteraient qu'à la plus petite élite. Jean-Claude Blanchard, qui dirige notre opposition, a, comme je vous le disais, voté le 3 octobre dernier contre cette réforme des rythmes, contre le projet éducatif du territoire. Et en l'écoutant, j'ai apprécié et approuvé
le principe intransigeant de défense républicaine de sa prise de parole contre tous les dogmes. Car comme il le rappelait dans son intervention orale au conseil municipal, les projets éducatifs de territoire, les PEDT, créés un peu partout en France, confirment la mise en œuvre d'une éducation non nationale, et dans la mesure où la République française ne se conçoit que comme une et indivisible, eh bien, cette éducation se faisant des plus républicaines. Or, nous ne connaissons pour notre part que la République dans l'unité, à la fois l'unité sociale et territoriale, et non pas dans la concurrence et la spécialisation de ces territoires entre d'une part les perdants et les gagnants de la mondialisation. Je vous laisse deviner si on va dans ce sens, si Saint-Nazaire sera perdante ou gagnante. Et bien ce jour-là, le 3 octobre, je pense que nos élus, en votant contre cette délibération, ont donc voté pour la France. Alors moi je vais vous parler des notes, et puis je vais essayer de vous expliquer pourquoi on est vraiment fermement opposé à cette suppression des notes. Alors déjà tout le monde sait bien qu'à l'école ça ne va pas, les professeurs sont démotivés, les élèves aussi, les professeurs en ont assez de mettre des mauvaises notes, et évidemment les élèves aussi ont assez d'avoir des mauvaises notes. La France descend régulièrement dans les classements. Là, le dernier classement PISA, c'était encore une catastrophe. Quoique sur le site de l'académie, je sais que nous, en mathématiques, on nous trouve quand même le moyen de nous expliquer qu'en fait, c'est une réussite. Donc voilà, on descend du classement, mais a priori, c'est une réussite. Donc voilà, ils ne savent plus comment s'en sortir, en fait, par rapport à tous ces résultats. Donc, ils ont décrété que ça serait pas mal de supprimer les notes. Comme ça, s'il n'y a pas de notes, on ne voit plus que ça ne va pas. Donc d'abord, la première chose à faire avant de supprimer les notes, c'est nous en convaincre. Donc il y a toute une stratégie comme ça. Donc quand votre enfant rentre en pleurs de l'école, sachez que de toute façon le gouvernement a tout de suite la réponse. C'est parce que dans les écoles, tous les professeurs sont méchants, vicieux. Ils font exprès de mettre des mauvaises notes pour traumatiser vos enfants. Donc, et oui, et on se défoule sur les enfants quand on est enseignant. On fait exprès, on met des contrôles très très difficiles pour mettre des très très mauvaises notes. Et c'est ça les notes sanctions. Voilà, donc alors à un moment donné, il va falloir arrêter de faire croire ça. C'est pas vrai. Les enseignants sont vraiment bienveillants. On aime les enfants, on aime notre métier et on déteste mettre des mauvaises notes. Donc voilà. Sauf qu'à un moment donné, quand il faut les mettre, voilà, on est obligé de les mettre. Et ça peut être quelque chose de positif quand c'est bien expliqué aux enfants. En fait, ce qui ne va pas, ce ne sont pas les enseignants, mais c'est des années de réformes sur l'école qui ont abîmé l'école et qui continuent à l'abîmer. Alors ça a commencé en 1975 avec la loi Abi, avec le collège unique. Donc tous les enfants vont au collège, on ne fait plus attention à leurs difficultés. On dit non, 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 tout le monde y est, ça va très très bien se passer, vous allez tous réussir. Sauf que ça commence vraiment à poser problème. Ensuite, en 89, il y avait la loi Jospin. Alors là, on a mis l'élève au centre de l'école. Donc tout ce qui était les connaissances, l'apprentissage, bon, c'était à côté. D'abord, on avait l'enfant. Donc voilà. Ensuite, après, on a mis en 2005 la loi Fillon avec le socle commun. Bah oui, parce que évidemment, ça commençait à plus trop fonctionner, donc il fallait trouver quelque chose pour commencer à masquer tout ça. Donc voilà, en plus on avait des directives européennes aussi pour le socle commun, donc on était bien obligé de mettre en place avec les compétences. Sauf que nous, au collectif Racine, et je pense beaucoup de gens aussi, nous ce qu'on veut c'est une école du savoir, une vraie école, pas une école qui soit un lieu de vie. Parce qu'en fait, ce qu'on nous propose pour l'instant, ça ne colle pas du tout à la réalité. Et l'école est là quand même pour former nos enfants à être dans la réalité après, à devenir des adultes. Donc comme le dit Camille Paoli, là sur le site du collectif Racine, qu'il ne faut pas hésiter à aller voir sur internet, nous met la note et le reflet de la vie sociale à laquelle les élèves vont se confronter. Et c'est exactement ça. Quand on enlève la note, on les empêche de se préparer à ce à quoi ils vont être confrontés. Alors donc on essaie de nous persuader que les mauvaises notes, ça démotive les enfants. C'est pour ça qu'ils ne veulent plus venir à l'école. Mais en fait, la vraie source de démotivation pour les enfants, c'est de venir tous les jours à l'école, d'aller en classe, de voir ces enseignants qui sont parfois malmenés par des enfants dans la classe, qui sont parfois empêchés de faire cours. Et puis ces mêmes enfants, ils rentrent chez eux le soir et en fait, ils ne sont pas persuadés d'avoir appris quelque chose à l'école dans la journée. Ça, je pense que c'est vraiment beaucoup plus démotivant que d'avoir une mauvaise note.
On nous dit aussi que les mauvaises notes, elles sont extrêmement violentes pour les enfants. Alors, moi, ce que je voudrais leur dire, c'est qu'en est-il de la violence qui va être faite à nos élèves quand on les aura laissés pendant toute leur scolarité, sans repère, sans savoir s'ils savent quelque chose ou pas? Qu'en est-il de la violence que nos enfants subiront lorsqu'ils vont devoir choisir une orientation, mais sans savoir en quoi ils sont bons, s'ils sont plus scientifiques, s'ils sont plus littéraires, s'ils sont plus manuels? Et cette violence-là, est-ce qu'on la prend en compte? Ensuite, qu'en est-il de la violence que nos enfants subiront quand, une fois sur le marché du travail, ils devront faire face à la compétitivité qui existe en dehors de l'école? La vie, c'est pas uniquement ce qui se passe entre les quatre murs d'une salle de classe. Alors on nous dit aussi, ça j'aime beaucoup, que les notes, elles empêchent nos enfants d'apprendre. Alors moi, j'aimerais bien savoir, parce que dans les écoles primaires, ça fait déjà plusieurs années qu'on a enlevé les notes, on ne note plus. Et pourtant, nos élèves qui arrivent en 6e, tous les ans, il y en a de plus en plus qui ne savent ni lire, ni écrire, ni compter correctement. Ils ne lisent pas, ils déchiffrent. Ils ne sont pas capables d'écrire une phrase correctement. Et pourtant, on a enlevé les notes. Alors si c'était si miraculeux le fait d'enlever les notes, on devrait commencer à en avoir un petit peu les résultats. Alors maintenant qu'on est bien convaincu que les notes sont très très dangereuses, que les professeurs sont très très méchants, eh bien, on remplace les notes. Mais alors, on les remplace par un code de couleurs. Alors, j'attends qu'ils proposent un petit peu des couleurs pastel. Pour l'instant, on est dans le ton rouge, vert, orange. Sinon, on a le droit aussi à des points positifs. Le bleu, quand même. Le bleu Ouais. marine, peut-être. Oui, il faudrait essayer. C'est une proposition. Alors, une fois qu'on a compris le concept des couleurs et tout ça, on commence à l'appliquer dans les écoles sur une classe. Donc on arrive à convaincre une équipe d'enseignants sur une classe de 6e. Et puis à la fin de l'année, on dit ah bah, c'est merveilleux, ça a bien marché. Donc on va poursuivre en 5e. Et puis comme ça a marché une année en 6e, ensuite on fait ça sur tout un niveau de classe. Et puis ensuite on monte et on a tout un établissement sans notes. Puis quand on a un établissement sans notes, on peut dire à l'autre d'à côté, bah, c'est très bien, vous voyez, ça marche. Donc on le continue. Sauf que le fait de dire ça marche, c'est pas parce qu'on arrive à mettre des couleurs dans les cases que ça marche. Si ça marche, et si nos enfants ils sortent de l'école en ayant appris des choses. Alors déjà en primaire, hein, on a les couleurs ou les petits smileys aussi. Voilà. Donc nous en tant que parents, on en fait quoi? On fait quoi de ça quand on a notre enfant le soir qui rentre avec son carnet et on a des couleurs? C'est assez incompréhensible. On a introduit donc les points positifs dans les dictées depuis 2 ans au brevet. Donc en fait, pour noter les dictées, maintenant, on met des points en plus à chaque fois qu'un enfant écrit un mot juste. Donc en fait, on compte plus. Oui, c'est drôle, je suis d'accord. On ne compte plus les fautes, parce qu'on a complètement compris que c'était impossible pour les enfants d'écrire correctement. C'est vrai, c'est très très méchant d'exiger à un enfant de 3e d'écrire une dictée de 5-6 lignes correctement sans faute. C'est vraiment très très méchant. Donc à chaque fois qu'ils écrivent un mot juste, alors on leur met des points. Et cette somme de points, ça leur fait leur note. Donc on veille quand même à mettre suffisamment de mots faciles pour qu'ils aient au-dessus de la moyenne. Pour ne pas les traumatiser, c'est un brevet. Donc pour les classes sans notes, donc ça c'est dans les établissements ce qui se passe. Donc en fait, le bulletin chiffré qu'on a traditionnellement avec la matière, donc la moyenne, maintenant on ne met plus de moyenne de classe, mais enfin la moyenne de l'enfant, et puis le commentaire, ça va disparaître. On aura juste un bulletin avec 6 lignes et couleurs pour égayer un petit peu les 6 lignes. Donc ces 6 lignes, c'est les 6 compétences qui sont, que les enseignants vont devoir évaluer. Donc à partir de l'année prochaine, il n'y en aura plus que 5. Parce que voilà, 6 ça fait trop. Donc pour vous expliquer un petit peu, donc on est parents, on reçoit le bulletin de notre enfant, on veut savoir s'il pourra faire, s'il est plus scientifique, plus littéraire, comment faire pour son orientation. Donc on a la première compétence, autonomie initiative. Deuxième compétence, réaliser. Troisième compétence, s'informer. Quatrième, communiquer. Cinquième, raisonner, argumenter. Et la dernière, mémoriser. Donc il faut savoir qu'en fait, tous les enseignants de toutes les matières valident ces compétences-là. Donc globalement, sur ces 6 lignes, je ne sais pas si vous arrivez, mais moi personnellement, je ne suis pas capable de savoir si mon enfant a des difficultés dans une matière et comment l'aider. Alors le problème dans tout ça, c'est que
dans les écoles, nous les enseignants, on a un vrai souci, on a besoin d'avoir la confiance des parents pour aider les enfants. Parce qu'on travaille ensemble pour le bien-être des enfants. Comment voulez-vous que les parents puissent avoir confiance en nous si on leur donne un document qui n'est pas compréhensible? On ne pourra pas communiquer ensemble. Pour ce qui est de la suppression des notes, donc il y a beaucoup de pays qui l'ont essayé. Donc mais par contre, il y en a beaucoup qui en sont revenus. Par exemple, la Suisse, le Québec, la Suède, le Danemark aussi commence à revenir dessus. Ils sont revenus sur cette décision, ils ont remis des notes, ils ont remis des examens tous les ans pour les enfants, et ce à la demande des parents, des enseignants et des enfants. Il faut savoir qu'en 2012, il y a eu un sondage pour savoir si on était pour ou contre la suppression des notes. Il y a 8 personnes sur 10 qui sont contre. Mais par contre, on continue de nous forcer la main dans les établissements pour supprimer les notes. Alors, ce qu'on propose, nous, au collectif Racine, c'est absolument de garder les notes. Parce que les notes, c'est un langage clair entre les enseignants et les parents. Et que dans la préoccupation commune de l'intérêt de l'enfant, nous devons absolument préserver ce lien qui est déjà si durement attaqué par toutes les nombreuses réformes que l'école subit régulièrement les unes après les autres. Et puis pourquoi pas mettre en place aussi, comme en Belgique par exemple, 2 périodes d'examen sur l'année avec des séances de rattrapage possibles pour que chaque élève valide régulièrement ce qu'il sait faire et qu'on puisse savoir ce qu'il ne sait pas faire. Alors pour finir, je voudrais juste vous dire que supprimer les notes, c'est laisser nos enfants dans l'autosatisfaction. C'est les empêcher de rentrer dans le monde adulte et c'est les laisser devenir des enfants rois, incapables d'effort et de travail. Alors, je pense que personne n'a envie de ça pour son enfant et c'est pour ça qu'il est très important de combattre cette suppression des notes, entre autres. Donc d'ailleurs, si vous avez envie, je vous invite à aller visiter ce merveilleux site plein de couleurs, qui est celui du collectif Racine, avec plein d'informations qui pourront aussi vous aider dans le suivi des enfants à l'école. Et ne pas hésiter à nous contacter si vous avez quelque chose à nous dire.